Salut les ombres, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Les ombres LGBTQ. Salut Art, salut Yuri, comment vous allez les amis? Salut Bueno, hello Yuri, salut les ombres. Coucou les ombres, salut Bueno, salut Art, comment vous allez? On va bien, enfin en tout cas moi je vais bien. J'espère que Bueno aussi, j'espère que toi aussi. Ça va très très bien, je suis très content de vous retrouver les amis. Le thème d'aujourd'hui est le rapport qu'on peut avoir au sexe avec nous-mêmes et avec l'autre. Comme vous le savez, notre rapport au sexe est influencé par de nombreux facteurs tels que l'éducation, notre culture, nos expériences de vie, l'environnement social, la religion et même notre orientation sexuelle. L'éducation sexuelle que nous avons reçue, que ce soit à l'école ou à la maison, peut jouer un rôle important dans la façon dont nous percevons le sexe et aussi la sexualité. Pour en parler aujourd'hui, j'accueille Marcy. Salut Marcy, à qui je vais demander tout de suite de se présenter et de présenter son parcours. Je suis actuellement, en effet, je travaille avec la sexualité. Je suis de base docteur en médecine et je me suis formée à la sexualité, au trauma, au corps, mais de façon complètement différente de ce qu'on apprend et de ce que j'ai appris en médecine. Et au ce qu'on appelle le tantra, le taoïsme, qui sont des médecines chinoises et médecines plus diverses et variées, mais en tout cas en lien avec la sexualité et pour moi l'expansion finalement de son expression et la connexion à Dieu ou au divin à travers le sexe. Je ne pensais pas parler de ça tout de suite, mais c'est venu, donc ça donne déjà une petite couleur Non, à ce qu'on va aborder éventuellement. Non, ça va. Tranquille. C'est bien que tu abordes ça maintenant, parce qu'au moins ça permet de poser un socle à la discussion et aussi à l'écoute de nos auditeurs. Du coup, Marcy, comme on est déjà dans le vif du sujet, j'avais une question pour toi pour démarrer. En quoi consiste réellement ton travail et qu'est-ce que les gens recherchent quand ils viennent t'aborder, quand ils viennent demander ton aide? Ça dépend un peu des gens. Et mon travail il consiste finalement à ce que j'appelle l'expansion orgasmique. C'est-à-dire que les orgasmes, pour moi, c'est aussi une voie d'expansion, y compris spirituelle. Et ils viennent me voir pour des choses assez diverses en réalité. Parfois pour des choses de l'ordre de la dépression, de l'anxiété, des choses qui sont à la croisée de la psychiatrie, parfois pour des symptômes physiques, parfois pour un désir d'avoir plus de plaisir. Et ce n'est pas forcément directement lié au sexe, en tout cas pas initialement. Mais en même temps, ils viennent me voir. Donc, je me dis, bon, si tu viens travailler avec moi, je sais qu'il y a un truc où travailler avec le sexe, c'est obligatoire. Donc voilà, c'est toujours en lien avec le sexe, mais c'est plus que ça. Je pense que tu as dit que c'est une voie d'expansion divine, si je me rappelle bien. Dis-moi si je prononce bien tes propos. Mais qu'entends-tu par ça? Ce que j'entends par là, ce serait finalement presque faire de la place dans son corps pour que le divin s'exprime à travers nous. Et le sexe fait partie de ça. Et parfois, je pense que ça peut être le cas, je sais que moi c'était mon cas, mais inconsciemment en fait. À cause de divers conditionnements, à cause de divers traumas aussi que j'ai eus. Je pense que le fait d'être né noir dans un pays de blanc, mais même je ne sais même pas si ce serait arrivé différemment. J'avais une déconnexion complète en fait de Dieu. Et moi-même, j'étais même en résistance et je me disais, mais n'importe quoi. J'étais vénère contre Dieu comme pas permis. Mais du coup, est-ce que tu décrirais ça comme ton rapport à la sexualité comme un voyage spirituel et comme quelque chose qui t'amène à atteindre justement cet aspect céleste, si je peux dire ça? Complètement un aspect céleste et aussi une connexion aussi à la terre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté, le sexe, c'est vraiment on est proche de la terre, quoi. Et il y a quelque chose d'aller de la terre jusqu'au ciel. Voilà, il y a vraiment cet aspect d'échange que je trouve très puissant, en fait. Est-ce que pour le coup, tu veux dire quelque part qu'il faut être croyant pour pratiquer le sexe comme il faudrait? Absolument pas. Absolument pas. Comme je disais, vraiment, moi, j'étais pas du tout croyante. Et du coup, je pense que ma vision de la croyance, entre guillemets, elle est peut-être différente. J'ai été éduquée, de toute façon, j'ai une éducation chrétienne, j'allais à l'église. Je me disais, mais qu'est-ce que font ces gens? Depuis toute petite, je n'ai jamais été croyante.
de ce point de vue-là, pour moi, il y a beaucoup finalement une surcouche de honte et de culpabilité, pour moi, qui est pour moi, aux antipodes du divin, en fait, la honte et la culpabilité. Pour moi, quelqu'un qui a un propos qui ancre les gens dans la honte, c'est pas un propos qui est divin, de ma perspective en tout cas. D'accord. Donc moi, j'étais pas croyante pour pratiquer la sexualité, c'est vraiment cette sexualité qui m'a dit, mais waouh, c'est clairement une expression de Dieu. C'est assez intéressant ce que tu dis, parce que sans vouloir te couper, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent que justement, quand tu pratiques le sexe avec une personne, il y a un échange j'ai pas envie de dire, il y a vraiment un échange de flux, effectivement, mais il y a un échange d'esprit, et ce qui peut rendre un peu le sexe divin et spirituel, du coup. Et en fait, je peux comprendre comment dire, j'arrive à comprendre la vision du sexe que tu peux proposer et que tu peux apporter. Est-ce que ça a aussi un lien avec ça ou Il y a un échange en effet entre deux personnes, et pour moi, il y a aussi un échange avec encore plus que deux personnes, potentiellement en tout cas. Et ça veut pas forcément dire, en tout cas quand je le dis, que ça ressemble pas à quelque chose de précis. Parce que je sais pas ce que les gens peuvent imaginer en entendant ça, peut-être une position particulière, ou se dire, mais moi, est-ce que je mérite d'avoir ça? Il peut y avoir plein de couches en fait qui se surajoutent à ça. Est-ce que ma sexualité mérite d'être connectée au divin? Est-ce que je mérite finalement? La réponse, pour moi, évidemment, c'est oui, c'est pas une question de mérite, et vraiment, pour moi, c'est vraiment une question d'expérience. D'autoriser une respiration, d'autoriser un son, d'autoriser différents types de toucher, de connexion avec l'autre aussi, avec soi-même. Et à la fois, du coup, le plaisir, évidemment, qui est potentiellement incroyable, et aussi une connexion qui peut être aussi intense. Quand tu as découvert, toi, ta sexualité, Marcy, tu étais croyante à cette époque? Tu Alors, étais pratiquante, etc.? absolument pas. Alors, quand tu dis découverte de ma sexualité, de quoi tu parles? Parce que finalement, j'ai eu plusieurs moments de découverte de ma sexualité. Donc, est-ce que tu parles de quelque chose est-ce que tu peux être plus précis dans ta question? Le côté cuir, Merci. des choses. Absolument pas. Je pense que j'ai découvert. Alors, je ne sais pas quand est-ce que j'ai découvert que j'étais queer, enfin, que j'étais en tout cas attirée par les femmes. Vraiment, je pense très, très jeune. Je pense que en fait, j'ai réalisé que j'étais attirée par les femmes en même temps que j'ai réalisé que j'étais attirée par les hommes. Je ne crois pas avoir eu de gros délais entre les différentes attirances que je pouvais avoir. Et non, vraiment, ma croyance, elle est venue de mon expansion orgasmique. Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. C'est-à-dire que j'avais des attirances sexuelles, une orientation, entre guillemets, orientation sexuelle. Puis j'ai eu un parcours d'expansion orgasmique qui, là, m'a fait finalement connecter directement à Dieu. Donc, l'expansion orgasmique, c'est la connexion avec Dieu. Avec moi-même, avec une plus grande source de plaisir que mon corps pouvait vivre, et donc j'ignorais la possibilité. C'est de là que c'est venu, disons. Mais c'est pas vraiment, Et comment ça s'est fait? Quand est-ce que tu l'as découvert? Qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu atteignes cet aspect de libération sexuelle? C'est venu de divers symptômes, en fait. C'était pas, je me suis pas dit, tiens, et si maintenant j'allais faire. J'avoue que c'est pas vraiment venu par de la volonté. C'est venu parce que j'en pouvais plus, en fait. J'avais vraiment beaucoup des symptômes physiques, des symptômes mentaux. Je supportais plus j'aimais mon travail de médecin, mais mon corps le supportait plus. J'avais des problèmes avec des relations. Enfin, j'avais vraiment tout partait un peu en torche, quoi. C'était à un moment donné aussi, j'avais une relation longue durée avec un homme et une relation moyen durée avec une femme. J'avais beaucoup de complexité, de complications dans ma vie, en fait. Et en me disant, bon, je veux plus que ça se reproduise, je veux plus souffrir autant en relation, je veux plus souffrir autant dans mon corps. Vraiment, c'est une forme de souffrance, finalement, et un désir de me libérer de cette souffrance. Ça s'est pas fait en un clin d'œil. En tout cas, ça, c'est clair. Et comment tu as réussi à trouver la méthode, le secret pour te libérer de cette souffrance que tu ressentais? Ouf. Est-ce que j'ai trouvé une méthode ou un secret? Je ne sais pas. Comme ça, s'il y a d'autres personnes qui traversent la même chose, ça peut aider. Un des secrets, ça a été, je pense, il y en a plusieurs, hein. C'est d'être plus douce avec moi-même.
en fait, c'est quelque chose qui s'étend dans tous les aspects de sa vie. Quand on change en profondeur sa sexualité, eh ben, on change en fait beaucoup d'aspects de sa vie. Donc, ça a été plus juste avec moi-même sur hum, à peu près tout, en fait. Des fois, on peut tendance à avoir à juger, que je vais juger son corps, juger son comportement, juger ses réactions, son absence de réaction, juger ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, enfin, tout ce qu'on peut juger sur soi, en fait. Et se dire, waouh, en fait, bah, ça fait beaucoup. Il y a peut-être beaucoup de choses qu'on peut avoir vécues, en fait, juste dans cette incarnation, dans cette vie-là, dans ce moment-là, voilà, que ce soit avec les parents, avec la société, avec toutes les choses qu'on doit traverser, ça fait beaucoup. Et me dire, OK, peut-être que je peux un peu chiller avec moi-même, quoi. Vraiment ce truc de ça. Il y a aussi après, d'un point de vue très, très pratico-pratique, quelques clés et quelques outils d'expansion orgasmique qui peuvent sembler très évidents, mais que j'aime bien rappeler quand même. La respiration. Genre, est-ce qu'on prend le temps de respirer quand on est avec quelqu'un, ou remarquer sa respiration, même pas forcément genre faire des choses intenses de respiration, mais remarquer sa respiration. Où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'elle s'arrête, est-ce qu'elle peut descendre jusqu'à son ventre, jusqu'à son sexe. Vraiment respirer. Autoriser un son aussi. C'est laisser sa voix sortir. Pas de façon performatrice, pas pour plaire, mais juste autoriser un son. Autoriser des mouvements à sortir. Alors vraiment, plus que les mouvements sexuels purs, mais vraiment le mouvement de son corps, en fait. Autoriser des pauses pour sentir les sensations un peu plus subtiles éventuellement, qui traversent notre corps et le corps de notre partenaire. S'autoriser à se regarder dans les yeux, même s'il y a de l'inconfort parfois, ou tout ce qu'on peut ressentir. S'autoriser à aimer son partenaire ou sa partenaire en profondeur. Même moi, je pense que même si c'est un coup d'un soir, hein, voilà, mais vraiment, genre, y aller avec amour. Tout ce moment de gêne qu'on peut avoir au moment du sexe, tout ce moment de jugement qu'on peut avoir, le fait de se fustiger comme ça et du coup qui nous prive d'un moment, comme tu le décris, assez sensationnel. Comment on construit ces jugements sur nous, sur le sexe, sur l'autre? Comment on se bloque comme ça devant le plaisir? Je sais pas si ma question est claire ou si tu La veux que question est très, très claire. Et souvent, c'est des couches et des couches et des couches et des couches. Il peut y avoir une première couche parentale ou figure parentale qui eux-mêmes ne s'autorisaient pas forcément, qui n'ont pas forcément eu accès en fait au plaisir, ou qui ne s'autorisaient pas forcément, qui viennent parfois eux-mêmes de parents qui ne veulent pas faire remonter sur 18 générations, mais bon, tu vois l'idée, quoi. Il y a un moment dans la lignée où le plaisir, il n'est pas forcément accessible, et puis ça transmet comme si c'était comme ça qu'on fonctionnait, quoi. Donc, il y a cette première couche potentielle. Il peut y avoir ensuite des couches d'expériences intenses ou de traumas qui viennent impacter notre rapport à notre corps, que ce soit des gens qui sont trop près, je parle d'abus, de toucher non consenti. Parfois même, c'est pas forcément du toucher, ça peut être juste énergétique, entre guillemets, ou des gens qui sont trop loin, de l'abandon. Voilà, ça peut aussi impacter la sexualité, son rapport à sa capacité à l'intimité, clairement. Il y a ça. Il y a ce qu'on voit dans les médias. On voit beaucoup c'est difficile de voir finalement du sexe et de l'intimité pour finalement avoir encore plus de plaisir. Il y a vraiment quelque chose de plus important qui est accessible. Il y a le porno qui, pour moi, impacte aussi la capacité à entrer en relation sexuelle avec un autre être humain. D'ailleurs, je me fais une petite pause pour les gens. La honte, je vais leur faire une maxi pause. La honte, c'est quelque chose qui impacte énormément la sexualité. Parce que la honte, c'est quelque chose de très sensationnel. Ça crée beaucoup de sensations dans le corps, en réalité. Souvent, on s'en déconnecte par des substances, par du porno, par plein de choses. Le problème de la honte, c'est que c'est comme un peu quelque chose d'addictif, quoi, donc, qui peut rentrer dans la boucle d'addiction parfois. Sauf qu'on ne peut pas faire d'overdose de honte. Donc, on peut vraiment toujours, en fait,
On peut parfois éviter la honte avec quelque chose, mais du coup, ce quelque chose engendre de la honte. Donc vraiment, pour moi, la honte, c'est aussi un mécanisme hyper important dans le plaisir et dans la santé en général. Et aussi comme du coup, tout ça, ça crée une limitation des capacités au plaisir qu'on peut avoir. C'est comme s'il y avait un plafond de verre dans le plaisir. Et ça, c'est pas que chez les femmes. Ça arrive vraiment peu importe le genre de la personne. C'est possible, je le pose là, c'est possible pour les hommes d'avoir des orgasmes qui durent des heures, d'avoir des orgasmes sans éjaculation, d'avoir des orgasmes de tout le corps. C'est quelque chose qui est possible aussi. Voilà, je le dépose. Hop, voilà, comme ça c'est dit. Évidemment pour les femmes, enfin évidemment, je dis que c'est évident, mais pas forcément plus que ça, c'est aussi possible pour les femmes. Et peu importe dans quel endroit du spectre de genre tu te situes, à partir du moment où tu as un corps physique, tu as aussi accès à des quantités de plaisir qui sont importantes. On a cette injonction qui nous oblige quelque part à avoir honte de sexe, que ce soit dans les religions, en tout cas dans la communauté afro. La femme, le sexe c'est déjà un tabou, mais la femme doit avoir honte de son corps, donc toujours à se cacher. Et en plus, si tu as des relations sexuelles déviantes, entre guillemets, genre être homosexuel, voilà, c'est encore autre chose. Je veux dire, c'est encore une honte, mais je veux dire, c'est comme tu as dit, il y a plein de choses comme ça qui créent des barrières, l'hétéronormativité, le patriarcat et tout, mais on se rend pas compte de cet impact-là sur notre sexualité, sur notre plaisir. Déjà, comment le patriarcat il s'invite, comment l'hétéronormativité, toutes ces injonctions de la société peuvent s'inviter dans notre intimité. Elle s'invite dans plein d'endroits différents. Et encore une fois, j'ai bien conscience d'avoir... tu vois, je vis en France, je suis née en France, il y a des choses que je peux m'autoriser à faire. Et à un moment donné, je me suis presque dit que c'était presque mon devoir. Bon, je suis peut-être un petit peu extrémiste. Je me dis, je peux le faire, donc il faut absolument que je puisse m'exprimer sur le sujet. Alors bon, c'est un peu... Mais j'aime le fait de me dire, attends, est-ce que vraiment c'est une injonction? Alors, j'exagère un peu en disant ça parce que évidemment qu'il y a différents spectres. Je sais qu'il y a des gens de plein d'endroits qui nous écoutent et j'ai surtout pas envie de minimiser les différents risques et les différents impacts que ça puisse avoir sur la vie des gens. Donc, je ne recommande pas aux gens de prendre des risques, que ce soit pour leur avec la famille, leur travail ou voilà, pas du tout. Mais pour moi, il s'invite dans le langage. Le fait que tu dises déviante, même si tu t'es repris. Pour moi, c'est dans ces endroits-là qu'il s'invite, en fait. En quoi est-ce que c'est déviant? C'est qui ton référentiel pour que tu puisses utiliser ce genre de langage, finalement? Donc, c'est vraiment beaucoup plus subtil que la sexualité, mais pour moi, ça s'invite aussi là-dedans. Et c'est aussi, finalement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est aussi grâce à la sexualité que je me suis libérée de ces injonctions. Donc, c'est un peu l'espèce de paradoxe où il y a des injonctions à la sexualité, et c'est grâce au fait, finalement, d'explorer ça que je m'en suis libérée. Donc, j'imagine que, du coup, le caractère divin en lien avec la sexualité, c'est une allégorie. C'est presque pas, c'est presque une expérience directe, en fait. C'est une expérience directe. Ouais, c'est-à-dire que, comme je te disais, moi, j'ai une éducation chrétienne. Bon. Je ne crois pas, justement, vraiment à cette vision ou cette version d'un Dieu que j'imaginais un peu comme j'ai pu le voir quand je suis allée au Cameroun, cette espèce de truc où tu as Jésus qui est blanc, là. Moi, ça me mettait dans un état de rage pas croyable. Parce que je me disais, évidemment, que ça impacte, en fait, la vision qu'on a de nous en tant que personne noire. Tu vas à l'église, tu vois ce mec qui est blanc, et genre, du coup, Dieu, il est blanc. Enfin, c'était quoi ce délire? Moi, c'est un truc qui me mettait dans un état incroyable. Et je me disais, cette espèce de truc où, enfin, c'est complètement... pour moi, c'est complètement, j'ai envie de dire, délirant, en fait. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de... Pour le coup, j'ai jamais adhéré à ça, et c'est pas maintenant que j'ai commencé, je pense, à adhérer à ça. Vous avez également parlé, je pense au début, du rapport entre, je pense, anxiété, dépression et le fait de s'affranchir sexuellement pour atteindre un niveau divin, si je peux résumer un peu comme ça. Bon, corrigez-moi une fois de plus si, dans mes mots si je me trompe. J'aimerais que vous puissiez expliquer un peu plus ça, cet aspect-là, si ça vous dérange pas.
Complètement. Alors moi, encore une fois, je ne travaille pas que la sexualité, je travaille aussi sur ce qu'on appelle le système nerveux, donc la capacité à finalement sentir ses sensations, ses émotions, un pas à la fois, finalement. C'est aussi je pense que c'est vraiment finalement la base de mon travail avec la sexualité. Et les deux, finalement, peuvent être potentiellement liés. Je dis, ça peut sembler très simpliste quand je dis ça, donc j'ai pas envie de simplifier trop les mots. Genre, c'est pas, oui, en faisant du sexe, tu vas te libérer de la dépression et de l'anxiété. C'est un peu différent de ça. Mais du coup, il y a quel lien entre la santé mentale, l'anxiété, l'angoisse et la sexualité? Ouh. Le lien qui me vient là, ce serait la honte. Je pense que les impacts de la honte sont minimisés. La honte, c'est quelque chose de potentiellement destructeur, vraiment. Le lien entre la honte et plein de symptômes, et le lien entre la honte et l'addiction, encore une fois, il y a plein de maladies chroniques où se Mais glisse la honte, encore une fois. Donc, c'est vraiment le lien que je ferais. quand tu parles de honte, c'est au niveau des performances, avoir le stress de ne pas pouvoir assurer un rapport sexuel, avoir une pression au niveau des rapports, enfin, tout ce qui est autour, en fait, la pression de la performance, en fait, encore une fois. Est-ce que Ça c'est peut là être qu'il y a ça. le niveau de la honte ou il y a d'autres aspects? Et si tu en vois d'autres, est-ce que tu peux plus les détailler, s'il te plaît? Mhm. Complètement. Il peut y avoir la honte, en effet, de la performance. Et j'aime bien rappeler le fait que le sexe, en fait, c'est pas une performance. Ça peut être simple à dire mentalement comme ça, mais le sexe, c'est pas une performance, c'est en fait un échange, un lien, du plaisir. Vraiment, voilà, il n'y a pas besoin de performer, il n'y a pas besoin d'avoir une érection, il n'y a pas besoin d'avoir une pénétration, il n'y a pas besoin d'avoir. Voilà, la sexualité peut prendre plein de formes différentes. C'est plus vaste que ce qu'on peut même encore imaginer, potentiellement. Mais pour moi, quand je parle de honte, c'est quelque chose d'encore plus qui s'infiltre encore plus que justement la pression de la performance. C'est quelque chose qui peut être qui s'infiltre dans les pensées, pas que par rapport au sexe, mais bon, là on parle de sexe, donc je reviens. Dans la façon dont on pense le sexe, la façon dont on se pense pendant le sexe, ça peut être dans nos sensations, comment ça limite nos sensations, ou comment ça rend acceptable qu'un seul type de sensation, qu'un seul type de pratique sexuelle ou un seul type de rencontre, entre guillemets, sexuelle. Par exemple, je peux faire du sexe, mais je ne peux pas t'aimer, ou je peux t'aimer, mais pas faire de sexe, ou il y a plein de façons diverses et variées. Ouais. J'aimerais, si c'est possible, qu'on revienne un peu sur l'aspect du côté sexuel où tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas qu'une seule manière de pratiquer le sexe, que ça ne s'arrêtait pas juste à la simple pénétration et puis en avance. Parce que le modèle qui est connu de tous dans la société, c'est la pénétration, l'acte sexuel en lui-même. Vous êtes pénétré, vous éjaculez, il y a la jouissance, etc. ou pas, et le rapport s'arrête. Toi, tu dis que c'est beaucoup plus vaste que ça. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Est-ce tu es un peu plus détaillé à ce niveau? Qu'est-ce qu'il y a plus que la pénétration? Et pour compléter, avant que tu répondes, il y a aussi le modèle qui est basé sur la domination, qui est un rapport de force, Mhm. dominé-soumis. Le modèle qu'on connaît tous, que ce soit hétérosexuel ou homosexuel, oui, s'il y a des alternatives au sexe, on veut bien, en fait, au modèle qu'on connaît, pardon, au modèle qu'on connaît tous aujourd'hui, qui est peut-être un peu biaisé, je sais pas. Déjà, est-ce que tu peux nous en parler déjà du modèle et ensuite répondre à la question de Art, s'il te plaît? Déjà, j'ai envie de dire que ce que je propose, c'est pas pour supprimer ou pour genre, ah bah ça c'est mieux, ça c'est moins bien. C'est pas du tout mon intention et c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment pour expandre, pour avoir quelque chose presque de plus, si on le souhaite. C'est pas pour dire, ah, ce que je fais c'est mal et du coup, il faudra que je fasse comme ça pour être mieux. Justement, ça peut entretenir parfois ce cycle de la honte. Donc vraiment, c'est pas du tout mon intention et j'ai envie de préciser ça. Euh, pour moi aussi, ce lien dominé-soumis, il y a quelque chose d'intéressant dans la mesure où, sans que ça soit forcément en lien avec une pratique particulière, mais ça peut être aussi finalement une dynamique. Voilà. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de pouvoir être avec cette dynamique de domination-soumission. J'aime bien rajouter aussi la neutralité, parce que j'aime bien voir les différentes
différents aspects, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le confortable, l'inconfortable et ce qu'on peut avoir accès au neutre. Il y a l'inspiration, l'expiration et il y a la pause entre les deux. Voilà, j'amène juste un troisième aspect qui est l'aspect de la neutralité, on va dire. Ensuite, par rapport à la sexualité, ce qu'il y a d'autre, honnêtement, j'aimerais bien pouvoir te faire une liste exhaustive. Je ne vais même pas pouvoir la faire en réalité. Je pense qu'il y a autant de sexualité que de personnes, déjà, pour commencer. C'est ce que j'allais dire, en fait, ça dépend de tout un chacun. Exactement. Et aussi, j'ai envie de dire que ce qu'on a vu, ce qu'on a expérimenté, peut aussi limiter. Ce qu'il y a de plus que la pénétration et l'éjaculation, ce que je remarque parfois, ça peut surprendre, c'est que parfois, l'éjaculation, c'est une façon pour les hommes de limiter, limiter leur plaisir. Ils éjaculent comme s'ils se débarrassaient de leur plaisir. Parce que c'est challengeant pour eux de respirer avec leur plaisir, d'être avec leur plaisir et de rester, de faire circuler dans le corps. Donc, l'éjaculation, ça peut être un moyen de s'en débarrasser. Les hommes en général ou les hommes dans la communauté gay? Non, les hommes en général. Pour le coup, je parle vraiment du rapport avec l'éjaculation. D'accord. Donc, j'ai envie de déposer ça comme une possibilité, comme une possibilité aussi dans la communauté gay, mais ça, je ne sais pas du tout. Mais dire que il y a possibilité aussi d'expandre la capacité du corps à recevoir du plaisir. Mais c'est un peu ce qu'on nous a appris, en fait. Malheureusement, j'ai envie de dire que le plaisir de l'homme se trouve dans l'éjaculation et que on sait tous par expérience que maintenant c'est pas le cas, mais en fait, pas mal de personnes pensent que le but final du rapport sexuel, comment? Je dis attention, c'est pas tout le monde qui le sait. Hein. Oui, c'est pas tout le monde qui le sait effectivement, mais c'est bien de le rappeler et de dire que pas mal de gens, en tout cas pour la majorité des personnes, le but final dans une relation sexuelle, c'est d'éjaculer, c'est de jouir à la fin et d'avoir ce cri, comme tu dis, d'avoir cette respiration qu'on connaît tous d'un homme. Et justement, ce que tu dis, c'est assez intéressant. Tout à l'heure, tu as dit qu'on n'avait pas besoin d'avoir une érection. Donc, ça va encore plus loin que moi, ce que j'imaginais déjà. Est-ce qu'on a même besoin d'éjaculer pour prendre du plaisir et être satisfait d'un rapport sexuel? Grosso modo, c'est ça la question. Est-ce que c'est pas pour aussi rentrer dans le moule? Parce que malheureusement, ce qu'on voit dans les pornos, c'est voilà, t'as une tonne de sperme qui te montre la virilité de la personne, la virilité de l'homme. C'est malheureusement la virilité de l'homme et la capacité à la femme d'être soumise par cette quantité de sperme et tout. Et malheureusement, c'est l'image qu'on a, c'est de cette soumission par l'éjaculation, par la jouissance, la soumission de la femme par l'homme, par la jouissance par la jouissance, quoi. J'ai envie de challenger l'idée que le sexe est un objectif final. Et je pense que des fois, entrer en relation sexuelle finalement en séparant l'acte sexuel d'un objectif peut être aussi très intéressant. Déjà, ça limite la pression qu'on peut avoir potentiellement. C'est une forme de méditation presque, en ce sens que c'est être sur le moment présent et de remarquer le plaisir potentiel à chaque instant et les sensations qui sont là éventuellement à chaque instant, pas forcément que du plaisir. Et même par rapport au porno, finalement, je voulais dire ça tout à l'heure, je l'ai pas formulé. On peut aussi, le porno entretient l'habitude, pour la plupart des personnes qui regardent du porno, d'avoir un orgasme et un espèce de climax, ce que j'appelle climax, rapide, relativement rapide. C'est rare que les gens se délectent pendant des heures, pendant du porno, en se massant le reste du corps, tu vois. C'est rare. Ouais, c'est du fact sex, quoi. Ouais. Et j'aime bien voir l'orgasme comme une nourriture et dire, bah tiens, justement, tu emploies le mot fast sex, s'autoriser aussi d'avoir du sexe gourmet, quoi. Est-ce que vous pensez que le porno atténue nos réactions naturelles lors d'un rapport sexuel ou ça a une influence plutôt sur notre manière de percevoir le rapport ou les deux?
Les deux. Encore une fois, le problème du porno, le problème de ce que je peux dire, c'est que mon intention n'est pas de maximiser la honte, encore une fois. Mais le porno influe massivement sur notre capacité à, encore une fois, voir la sexualité, penser notre corps et penser notre relation et l'intimité avec l'autre. C'est quelque chose qui stimule exclusivement, en fait, la vue et le son, quoi. Parce que c'est quand même quelque chose qui est imagé, c'est un fantasme, c'est exacerbé. Oui, et surtout, ça stimule que la vue et le son. On a plus de sens que ça, on a plus de sens que la vue et le son. Ça stimule souvent le toucher, mais le toucher uniquement de la zone sexuelle, enfin, du sexe, quoi. Le sexe, c'est pas le seul organe sexuel. Tout le corps est un organe sexuel. Et du coup, ça entretient une habitude. C'était comme un circuit, quoi. Un câblage neuronal, si tu veux, où on est câblé à fonctionner d'une certaine façon, et du coup, potentiellement, on veut ou on cherche à fonctionner de cette façon avec quelqu'un d'autre. Mais ça entretient quelque chose d'assez limitant en réalité. En réalité, il y a plus que ça. Et ne serait-ce que pour, par exemple, un outil que je peux des fois donner une pratique que je peux donner à des gens qui peuvent être intéressantes, c'est de faire des pauses pendant le porno. Faire une pause pendant le porno pour changer un peu les habitudes. Donc, changer les habitudes, c'est inconfortable. Pour n'importe quel humain, c'est inconfortable. Est-ce que pour ceux qui sont habitués à regarder du porno constamment, parce que ça fait totalement partie de notre environnement maintenant, depuis, j'allais dire presque toujours, mais oui, presque toujours en fait, que c'est vraiment installé maintenant. Les gens ont du mal à se détacher, à sortir un peu du cadre visuel et des choses, que juste s'imaginer les choses comme, par exemple, quand on était adolescent, on s'imaginait plus des choses qui nous excitaient et qui nous amenaient vers ce plaisir-là à la fin que de juste ouvrir son téléphone, mettre une vidéo porno et se masturber. Est-ce que tu conseillerais du coup, comme tu disais tout à l'heure, de prendre des pauses de ça, de s'éloigner de ça, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire en dehors de ça pour s'aider à continuer à prendre du plaisir en dehors des vidéos porno? Alors, quand je dis faire une pause, c'est pas faire des pauses du porno, c'est faire une pause pendant le porno. Pendant le porno. C'est un peu comme une expérience. Bon, alors, c'est vraiment, parce que encore une fois, l'idée, c'est pas de se dire, oh là là, ce que je fais, c'est mal. Mais remarque comment tu te sens après le porno. Souvent, les gens se sentent souvent pas super bien en réalité. Quand tu prends le temps de remarquer comment tu te sens après, souvent, les gens, ils ont finalement de la honte. Donc, c'est un truc qui entretient le circuit de la honte. Potentiellement un dégoût. Mais le dégoût, ça peut être une façon pour le corps de dire stop. Okay. C'est une des façons pour le corps. Quand une limite n'est pas respectée, après, le dégoût vient pour dire j'éjecte ça. Et dans quelle mesure on veut associer notre sexualité avec du dégoût? Moi, j'ai pas envie. Vraiment, il y a aussi une question de se dire, je mérite en fait. Je mérite d'avoir du plaisir, peu importe ce qu'on a pu me dire, ce qu'importe les religions ont pu me dire, ce qu'importe ce qu'ils peuvent me dire. Putain, mais en fait, je mérite de kiffer ma sexualité et qu'elle m'épanouisse et qu'elle épanouisse mon partenaire, mes partenaires, si j'en ai plusieurs. Et donc, je fais une pause pour parler de la pause pendant le porno. C'est un peu une expérience. Tu vois, l'idée, c'est de se dire, si tu as l'habitude de regarder du porno en 5 minutes, c'est bouclé, de dire, tiens, et si aujourd'hui, je me mettais une pause et je remarquais ce qui se passe dans mon corps. Quelle sensation, là, tout de suite maintenant, j'ai dans mon corps, avant d'éjaculer, évidemment, avant d'avoir un climax orgasme. Voilà, vraiment de se dire, si tu éjacules au bout de 5 minutes, faire une pause au bout d'1 minute, et dire qu'est-ce qui se passe dans mon corps, et te rappeler que ces sensations-là, elles sont à toi. Elles sont dans ton corps, elles sont à toi. Est-ce que tu peux respirer avec ce que tu sens? Et ensuite, regarder à nouveau le porno. Faire comme un espèce d'aller-retour comme ça, pour te réapproprier ton corps, ton sexe, ta sexualité et tes sensations. Elles sont à toi. Le porno, c'est le plus grand rituel sexuel de la planète. Le sexe, c'est un outil extrêmement puissant de création de notre réalité, littéralement, de transformation du monde. Genre, vraiment, j'y crois. Le porno, c'est le plus grand rituel sexuel de la planète. C'est surtout la première école sexuelle, mais c'est malheureusement. La première école sexuelle. En plus. On parle beaucoup du porno, mais on ne parle pas assez à côté de la masturbation. Est-ce que la masturbation aussi, bon, parce qu'on entend beaucoup de la part des médecins aussi,
que la masturbation... Bon, en fait, tu as deux écoles différentes. Il y en a qui prônent la masturbation en disant que ça permet de mieux découvrir ton corps, de te libérer. Euh, Ça permet aussi de diminuer le stress. Et puis, tu as l'école qui pense que ça te détruit à petit feu. Parce que en soi, il y a une activité neuronale qui est là, qui est stimulée. C'est comme un effet de dopamine. Il y a comme un effet dopaminergique au niveau du cerveau qui fait en fait que c'est un peu comme si j'étais constamment sous l'influence de la drogue pour ceux qui le pratiquent de manière assez régulière. Et aussi, d'autre part, ça diminue vraiment tes sensations à la réceptivité d'un autre corps qui te touche. Hmm. Donc, C'est je ne sais intéressant pas ce ce que que tu dis. vous en pensez. En fait, les deux sont vrais. C'est ça qui est fascinant. Parce que les deux choses que tu viens de décrire sont vraies. La question, c'est pas tellement pour ou contre, entre guillemets, ou avec ou sans masturbation, c'est comment est-ce qu'elle est faite. C'est plus ça, en fait, qui fait qu'on bascule dans le côté où je découvre mon corps, ou dans le côté je me détruis, entre guillemets, encore une fois. Le mot est un peu fort, mais je reprends ton terme, mais je me dis waouh, en le disant, je suis là waouh, c'est intense. La question, c'est comment est-ce qu'on se masturbe? Est-ce qu'on se masturbe, encore une fois, dans le but d'éjaculer? Dans ce cas, on va avoir finalement un lien avec son partenaire. Enfin, voilà. On peut aussi avoir le même objectif, à dire hop, j'ai un rapport sexuel, donc il faut que j'éjacule, comme si c'était une fin en soi. Est-ce qu'on prend le temps de découvrir son corps ou est-ce que c'est uniquement axé sur le sexe? Est-ce qu'on prend le temps de bouger son corps? Même soi-même, avec soi-même tout seul, quoi, de bouger son corps. Est-ce qu'on prend le temps de se toucher d'autres parties du corps que le sexe? Est-ce qu'on prend le temps de faire du son? Est-ce qu'on cherche à aller le plus vite possible à la fin? Je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant de remarquer comment on se masturbe et de remarquer comment ça impacte justement les différents aspects de sa vie, sans forcément que ce soit dire que ce soit bien ou mal. Mais j'ai eu un jour un professeur qui m'a dit « On fait une chose comme on fait toutes les choses. Si tu changes la façon dont tu te masturbes, tu vas changer toute ta vie. » Donc, tu penses que la façon dont on peut se masturber, qui est juste un peu expéditif, comme tu l'expliques là, pourrait changer notre rapport avec le sexe, je veux dire, le sexe avec l'autre? Ouais, complètement. Et même prendre le temps de se toucher sans forcément que ce soit une... Pour ça, je n'utilise pas forcément le mot masturbation parce que ça peut être connoté à justement les habitudes de masturbation qu'on a jusqu'à présent. Mais bon, en gros, ça Qui reste de la consiste masturbation. à jouir rapidement et à s'arrêter là, quoi. Voilà, Genre se vider pour un c'est homme. ça. Ok. C'est ça. Et mon invitation, c'est de prendre le temps de respirer, de faire du son, de faire des pauses, de bouger son corps. Et qu'en est-il Euh, de la masturbation à deux? bah pour moi, c'est du sexe, par exemple. Je On est considère que c'est d'accord. déjà voilà, c'est du sexe. Et il n'y a pas besoin, voilà, quand on parlait, il n'y a pas besoin d'érection ou de pénétration. Bah, ça peut être ça déjà, par exemple. Mais ça peut pas être pour une personne, par exemple, que ce soit un homme ou une femme, un peu dérangeant de savoir que la personne qui est en face de toi n'a pas d'érection et pourtant vous êtes censé pratiquer le sexe. Alors que malheureusement, peut-être, ou heureusement, je sais pas, la seule réponse qu'on peut avoir du corps, c'est l'érection, soit ou je me trompe, ou peut-être que il faudrait que ou peut-être que je suis un peu matrixé et faut revoir ça, mais la seule réponse qu'on peut avoir en tant qu'homme au sexe, c'est l'érection, non? Oui et non. Parfois, encore une fois, je pense que il peut y avoir ce qu'on appelle une non-concordance. Ça arrive de pouvoir être excité sexuellement et d'avoir une érection Mhm. sans vouloir, sans avoir de volonté, en fait, d'avoir un rapport sexuel. Et l'inverse est possible. On peut ne pas avoir d'érection et avoir la volonté de faire du sexe. C'est pareil pour les femmes, on peut mouiller comme pas possible, mais encore, et ne pas avoir de volonté de faire du sexe. Et l'inverse est possible aussi. Il y a évidemment plein de couches potentiellement à détricoter là-dedans, dans ce que je dis, c'est une version un peu simplifiée du truc, mais la non-concordance est possible. Et ensuite, ce que ça ramène chez l'autre, de dire « Ah là, mince, on fait du sexe, tu ne me désires pas ».
t'as pas envie de moi. Oui, oui, bah, c'est ce qu'on entend souvent, ouais. Ce qui, du coup, crée un espèce d'identification, en fait. On s'identifie à la réponse physique du corps de l'autre, ce qui est quand même, j'ai envie d'apporter de la compassion aussi, en fait. J'ai envie d'apporter de la compassion à ça, de dire, oh, j'entends la partie de toi qui se dit, genre, c'est comme si ma valeur en tant que personne, presque, ou ma désirabilité, est dans la réponse de l'organe de l'autre. C'est quand même quelque chose qui est fréquent, que j'ai eu moi-même quand j'ai eu des rapports avec des hommes, moins avec des femmes. Ça semble être comme une jauge, hein, finalement, en fait, de C'est savoir, ça va être ça, ouais, c'est plutôt ça le truc, c'est que notre désirabilité, comme tu l'as dit, est jaugée par la dureté du sexe de la personne qui est en face de toi, que ce soit pour un homme ou pour une femme. En tout cas, c'est comme ça qu'on le définit. C'est ça. Et pour moi, c'est encore une fois ce qu'on appelle une distorsion. Évidemment qu'il y a des choses potentiellement à faire si on veut avoir de nouveaux d'érections, ou enfin voilà, je dis pas que c'est ok, t'as plus d'érection, c'est une fatalité. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que c'est intéressant de pouvoir décorréler ça, de désassocier notre désirabilité du sexe de quelqu'un d'autre. Et aussi, il y a un autre point, c'est aussi, est-ce que c'est possible de donner de l'amour à un sexe mou? Non, mais vraiment, est-ce que tu peux donner toi-même de l'amour à ton sexe mou? Tu vois, si ça t'arrive de pas bander un jour, est-ce que tu peux te dire, putain, Mais je t'aime quand même, quoi. Mais ça vient aussi de ta possibilité d'être empathique au moment de la pratique sexuelle. J'ai appris l'anatomie en tant que médecin. Je me touchais moi-même, hein, je me masturbais, j'avais une connaissance à peu près de mon corps. J'ai couché avec des femmes. Je pensais que je connaissais le sexe. J'avais beaucoup j'avais des orgasmes, j'avais des trucs où je me disais, bon, je connais le sexe. Et j'ai découvert tout un autre monde en me disant, OK, il y a beaucoup plus que ça qui est possible. Donc, c'est de ce point de vue-là que je parle, et de ce point de vue-là que je parle, dont je parle, plein de choses de l'hétéronormativité, entre guillemets, sont complètement, complètement, c'est juste du n'importe, enfin, ça n'a aucun sens. Ah, mais tout n'est pas acheté pour Ça vient autant. biaiser, quoi. Ça vient biaiser un peu notre. Apparemment, tout n'est pas à jeter, comme tu viens de dire, puisque tu trouves un rapport assez intéressant dans la domination et la soumission. Oui, en tout cas, dans le fait de ne pas rejeter, de ne pas vouloir tendre à la pure neutralité, qui n'a pas de sens pour moi. À aucun moment, ça a du sens. Même dans notre échange là qu'on est en train d'avoir, finalement, on n'est pas en train de faire un truc SM cuir latex, hein, et pour autant, il y a une dynamique de domination-soumission qui alterne. Il y a un moment donné où tu vas prendre, on peut utiliser un autre mot, hein. Le mot est peut-être un peu fort pour cette dynamique qu'on est en train d'avoir là, mais pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné où je vais parler, où tu vas écouter, où les autres vont écouter, et ça alterne. Tu vois? Et entre le moment où je parle et le moment où tu parles ou quelqu'un d'autre parle, il y a un moment de neutralité. Donc, pour moi, c'est important d'avoir la capacité à la fois d'avoir cette position, entre guillemets, de domination ou de pénétration, qui n'est pas forcément physique quand je parle de pénétration, et la capacité de réceptivité. Pour moi, c'est une danse, en fait. Ça devient problématique quand il y a de la force, quand il n'y a pas de possibilité d'échange, quand voilà, il y a des choses. Mais cette dynamique de domination-soumission, on peut mettre d'autres termes que les termes que j'emploie là, font partie de la vie, de la communication. Moi, je pense que c'est quelque chose de très sain d'avoir du désir sexuel et de la libido, entre guillemets. Donc, parfois, il y a des choses qui se passent, en fait, dans la vie qui font qu'on n'a pas de libido. Encore une fois, il y a des choses, il y a des éléments dans la vie qui font que, potentiellement, c'est pas forcément le cas, c'est pas le cas pour tout le monde, il y a plein de spectres différents d'expression sexuelle, mais c'est potentiellement le cas. On peut avoir des choses qui freinent notre sexualité, des choses qui l'accélèrent, et parfois les choses qui freinent la sexualité sont tellement importantes dans notre vie qu'on n'a plus de sexualité. Surtout quand on a peu de choses qui accélèrent notre sexualité. Et quand je dis accélérer, c'est même pas booster artificiellement, c'est des choses un peu naturelles. Il y a des gens qui sont naturellement plus chauds du cul. et c'est OK. Mais si tu es naturellement, entre guillemets, quand je dis naturellement, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière comme couche de honte, je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière, mais bon, si naturellement, entre guillemets, tu es moins chaud du cul et que tu as beaucoup de choses qui te freinent, là, ça peut faire une espèce de collision massive où, du coup, la libido, elle est à plat. Surtout qu'on n'est pas égaux au niveau
niveau libido, quoi. C'est ça, c'est rarement le cas. En dehors des facteurs que tu as cités. C'est rarement le cas. Et il y a plein de façons d'exprimer aussi son désir et son expression sexuelle. Alors, certains vont être beaucoup plus kinky, entre guillemets, que d'autres. Mhm. Que ce soit dans les pratiques ou même dans l'énergétique, on va dire. D'autres vont être beaucoup plus sensuels. En réalité, vont bien être touchés, caressés pendant des heures de partout, avoir des fleurs, enfin, tu vois, d'avoir un truc vraiment où ils sont dans une espèce de paradis, avec la nature, enfin, tu vois. Il y en a qui vont être beaucoup plus sexuels, genre purement sexuels, d'autres qui vont être beaucoup plus énergétiques. Vraiment, chacun a son expression sexuelle aussi. Ça peut être intéressant d'explorer ça d'ailleurs. Comment avoir plus de plaisir indépendamment de l'éjaculation? Finalement, je fais une petite transition, c'est explorer les différentes expressions de notre sexualité. Ça peut être un aspect, comme je disais, il y en a qui vont être beaucoup plus sensuels, dans le toucher de tout le corps, caresser le cou, caresser les lèvres, caresser les fesses, explorer tout ce qu'on peut explorer, quoi, faire vraiment avec le toucher, avec les 5 sens, quoi, prendre le temps, se masser. D'autres qui vont être beaucoup plus kinky, SM, et plutôt que de réprimer, refouler cette partie de soi par de la honte, éventuellement la laisser s'exprimer, même si c'est qu'une phase, ou même si c'est pas qu'une phase, peut-être que c'est une partie de soi, prendre ton aspect différent. Voilà. Donc il y a ça, pour moi, ça peut être un des aspects. Et un autre aspect, c'est ce qu'on appelle le edging, souvent pour en tout cas les femmes appellent ça le edging. Je ne sais pas si ça a le même nom en fait pour les hommes, mais pour moi, c'est vraiment aussi une pratique d'expansion orgasmique. Le edging, qu'est-ce que c'est? Merci de poser la question. Le edging, c'est en fait, on va dire que si l'éjaculation, c'est 10, et ben, s'arrêter à, je sais pas, 7, laisser redescendre, remonter à 7, laisser redescendre, remonter à 7. Et penser, pendant qu'on fait ces espèces d'aller-retour et de va-et-vient, à respirer, à autoriser du son. Peut-être qu'il y aura des émotions qui viendront, si c'est possible, si elles sont accessibles, les laisser venir aussi. C'est un des aspects. Le massage du sexe aussi, masser le sexe de son partenaire. Mais ça, c'est dans le cadre d'un rapport en duo ou à plusieurs. Tout à l'heure, tu parlais du rapport solo, où tu disais que, par exemple, quand on regarde du porno en même temps qu'on pratiquait un rapport en solo ou de la masturbation, plus crûment, tu disais qu'il fallait prendre le temps de faire des pauses, de souffler, de reprendre conscience de son corps et tout. Est-ce que tous ces éléments-là augmentent le plaisir aussi? Oui, dans la mesure où ils augmentent la capacité à avoir du plaisir. Et c'est ça, en fait, là où ça, entre guillemets, ça coince souvent, c'est que la capacité à recevoir plus de plaisir s'accompagne finalement de plus de capacité à recevoir aussi le déplaisir. Et c'est ça dont il faut que je parle. C'est-à-dire que finalement, à chaque phase d'expansion orgasmique, on peut rencontrer des phases de deuil, phases de tristesse. Ou des couches de honte. Des couches de honte. En passant juste par le plaisir. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait potentiellement, c'est pas forcé. Ah oui, déjà, j'ai envie de rebondir. Tu as dit, quand je parlais des choses, tu disais, mais ça, c'est pour le plaisir à deux. Ce dont je parlais là, c'est pas pour le plaisir à deux. C'était même pour le plaisir solo. Ça s'applique aussi, éventuellement, pour le plaisir avec soi-même. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais quand tu parles de phase du deuil entre la phase du plaisir, qu'est-ce que tu veux dire exactement? C'est comme si on faisait le deuil ou en fait on rencontrait la tristesse de ne pas avoir connu ça avant. On se dit waouh, il y a ça qui est accessible dans mon corps, je peux sentir autant de plaisir. Mais c'est comme une espèce de gueule de bois d'avoir un excès de plaisir par rapport à ses habitudes, entre guillemets. Je ne sais pas comment le dire différemment. Est-ce que le terme divin ici ne reflète pas, tu ne sais pas juste de le matérialiser à travers l'acte du rapport et du fait que ça t'amène en fait à un niveau supérieur, d'où le caractère entre guillemets divin. Est-ce que ce n'est pas une allégorie en fait? C'est-à-dire une représentation concrète de quelque chose qui peut être abstrait. En tout cas, on sent une croyance qui te fait penser ou qui te rapporte ta sexualité au divin. Est-ce que c'est pas justement la croyance que le sexe c'est plus que ce qu'on nous propose aujourd'hui, qu'il y a une symbiose un peu métaphysique qui se fait en dehors du physique, qui te rapporte à quelque chose d'assez assez divin, assez spirituel?
Il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. D'accord. Et encore une fois, c'est pas bon, c'est évidemment, je sais pas si c'est évident, mais c'est aucun rapport avec la religion. Pour moi, la religion, ça a été quelque chose qui a été extrêmement marqué, enfin, en tout cas pour moi, hein, marqué, presque traumatisant finalement, marqué par la honte, par la culpabilité, par ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les gens religieux, entre guillemets, qui sont des gens gentils. Moi, vraiment Mais ça est catastrophique. lié à tes Enfin, sexualités queer, du coup. pas Vu que tu que, étais impliqué dans la religion. pas Pas que. que, Bah, ok. j'étais pas tellement impliquée dans la religion d'ailleurs, mais j'étais en tout cas, oui, j'étais à une éducation religieuse. Euh, Mhm. Tu mais étais pas matrixé que. par la religion qui t'imposait à avoir une honte de son corps et du sexe, c'est ça? Mais complètement inconsciemment. Ok. En fait, c'est ça que je trouve fascinant, c'est que je ne me disais pas que j'avais honte de ma sexualité. Et c'est ça que je trouve fascinant, personnellement. J'avais besoin de boire beaucoup d'alcool, très souvent. Il y avait plein de choses qui se passaient qui me disaient que j'avais honte. Mais consciemment, mentalement, si on m'avait demandé est-ce que tu as honte de ta sexualité, j'aurais probablement répondu non. C'est ça que je trouve fascinant. C'est pour ça que j'ai envie de parler de ça. J'aurais dit non. Elle était aussi j'ai aussi une histoire d'abus sexuel. Je pense que ça, en fait, inconsciemment, ça a généré dans mon corps énormément de honte. Enfin, d'autres histoires aussi de vie qui ont généré dans mon corps finalement énormément de honte. Mm. Très très jeune, mais dont je n'avais pas forcément conscience. Parce que pour moi, c'était quelque chose de normal. Quand tu as vécu toute ta vie à quelque chose, tu te dis même pas que c'est. Tu mets pas forcément de mots dessus. Tu dis juste c'est la vie en fait. Bah, je pense qu'on est à la fin de notre épisode. Marcy nous a donné une conception du sexe et de la sexualité assez personnelle qu'elle rapporte au divin, à la spiritualité. Ça nous montre que nous pouvons nous approprier, en fonction de notre parcours, notre rapport au sexe avec l'autre ou avec nous-mêmes. Chacun peut donner sa définition, chacun peut trouver sa définition et son expression du plaisir. Et j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aura appris sur pas mal de choses, sur notre rapport avec nous-mêmes et avec les autres. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos impressions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail. Nous sommes prêts et disposés à vous répondre à tout moment, donc n'hésitez pas. Je tiens à remercier donc Marcy pour la générosité dans ses partages et dans le récit de ses expériences. Je remercie aussi Yuri et A. Merci les ombres et à la prochaine. Merci Marcy. Salut les ombres. Salut les ombres, passe une bonne soirée. Salut les ombres. Bye, bisous.